Alors, je présente nos invités. Évidemment, Sandrine Catla, directrice associée de NetExplo de l'Observatoire, qui est restée avec nous. Pierre Aski, journaliste à France Inter, qu'on écoute tous les matins à 8h17 précisément. Expert en géopolitique, ancien correspondant de Libération à l'étranger. Et aussi, tu écris dans l'Obs également. Et tu es président de Reporters sans frontières. Donc, la défense de la presse, importante évidemment. Et puis, Gilles Babinet, digital champion pour l'Europe, multi-entrepreneur, aujourd'hui voilà, un grand spécialiste aussi du numérique. On te connaît pour beaucoup, sur beaucoup de sujets. Alors, je voulais vous commencer cette discussion qui finalement va conclure un petit peu cette journée de prise de pouls, un petit peu sur la prise de conscience que la France et l'Europe évidemment, doivent se réveiller et vite quand même. Il faut aujourd'hui se réveiller parce qu'il faut rester compétitif, parce qu'il faut maintenir nos autonomies sur pas mal de sujets. Bruno Le Maire a rebaptisé son ministère de l'économie et de l'industrie sur la souveraineté industrielle et la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Gilles, par exemple, en premier. Oui, alors je pense que... Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est effectivement très intéressant parce que ce sujet, d'abord, n'existait pas il y a seulement 5 ans et on l'a vu apparaître de façon extrêmement forte. Je pense que il faut quand même lui rendre grâce. Le premier qui a un peu sorti ça, c'était Laurent Alexandre. Je ne suis pas fan de beaucoup de ses idées, mais c'est lui... Ex-doctissimo. Voilà, qui est venu avec l'idée que la France était en train de devenir une colonie numérique. Et je trouvais qu'il a des punchlines qui sont assez fortes, en parlant surtout de la data. Et puis, ce sujet est revenu à de maintes reprises. Il a été alimenté notamment par des scandales que l'on a, je pense, tous à l'esprit sur des fuites de données, etc. Et plus récemment, sur les enjeux d'industrialisation. À la fois, on se rend compte que on a perdu, la France est un pays qui est passé de pratiquement 19% de PIB industriel aux alentours de 1990 à aujourd'hui, on est aux alentours de, selon la Banque mondiale, 9 points. Et évidemment, l'industrie, elle a une part numérique qui est de plus en plus importante parce qu'on s'assise tout, hein, on ne vend plus les produits, on les s'assise, on fait de la mobility as a service. SaaSis, je précise, voilà. On devient SaaS. Software, SaaS, voilà. Okay. Et donc on voit bien que finalement, notre capacité à disposer d'outils pérennes de création de valeur ajoutée sont en train de s'éroder. Donc une réaction forte. On est exactement à l'extrême inverse de ce qu'on était dans les années 90, où on avait à la fois cette idée de société de loisirs, d'exploitation des systèmes industriels, et donc les manufactures, c'était pas bien. Et on avait le patron d'Alcatel, Turuk, qui nous disait que l'objectif, le modèle, c'était de garder la très forte valeur ajoutée de conception en Europe et puis d'aller mettre en Asie du Sud-Est la part manufacturière. Ça ne s'est pas passé, ça ne se passe pas comme ça. Et au contraire, on voit cette fusion entre les technologies numériques et les technologies de production. D'ailleurs, ça peut être tout type de technologie de production, ça peut être de l'agriculture aussi. Et donc, il y a une vraie inquiétude sur le fait qu'on a dépassé un seuil critique qui nous empêche de revenir, de réindustrialiser. Maintenant, je crois qu'il y a toujours une sorte de ligne de crête compliquée où... moi, dans les discours que j'entends, j'ai un peu peur qu'on fasse une forme de e-protectionnisme. Et je crois que ce n'est pas une bonne idée, ça ne réussit jamais. Et puis, un peu de bashing atlantiste aussi. On a souvent un certain nombre de griefs à l'égard de nos amis d'outre-Atlantique. Et on en Américain, profite, c'est ça ? Voilà. On en profite pour se dire que finalement, si on mettait une barrière entre nous et eux, ça ne serait pas plus mal. Bon, dans le contexte que l'on connaît, Pierre est plus qualifié que moi pour en parler, mais je pense que c'est pas plus mal qu'ils soient quand même encore un peu nos alliés. On aura peut-être des camps à choisir davantage demain, effectivement, sur certaines logiques. Pierre, sur justement cette comment on peut dire, on a rebaptisé un ministère de régalien, hein, donc l'économie et l'industrie avec la souveraineté numérique. Comment ça te parle ? Moi, ça me rappelle des états d'âme que j'avais. J'étais correspondant à Pékin entre 2000 et 2006.
Donc, juste au moment où la Chine est entrée dans l'OMC, 2001, et où elle a commencé son ascension, sa croissance à 2 chiffres. Et voilà, les germes de tout ce qui se passe aujourd'hui ont été plantés à ce moment-là. Et je me souviens qu'en 2003, je crois, il y avait eu une concurrence entre la Chine et le Japon sur le séquençage génétique du riz. Et il y avait 2 équipes qui se faisaient la course et les Chinois ont gagné. Et donc je suis allé voir le labo qui avait réussi la performance du côté chinois. Et je suis tombé sur une sorte d'immense open space où il y avait les ordinateurs, des sacs de couchage. Les types travaillaient jusqu'à épuisement, ils dormaient 3 heures, ils se remettaient à leur ordinateur. Et il y avait une grande banderole sur le mur qui disait « La génétique est au XXIe siècle ce que la bombe atomique a été pour le président Mao ». C'est-à-dire, là, il y avait, voilà, la technologie était au cœur de la géopolitique chinoise et de la vision chinoise de la puissance. Et au même moment, 2003, on avait non seulement les usines occidentales qui partaient en Chine, la délocalisation massive, mais aussi les centres de recherche qui s'installaient à Shanghai, etc. Et moi, je me souviens d'avoir participé à des débats à la Chambre de commerce française à Pékin, etc., sur le thème, mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir fou? C'est-à-dire on a un pays qui a des objectifs de puissance et pas simplement d'industrialisation, et qui les affiche comme tels, avec une portée idéologique. Et nous, on est en train de dire non, mais quand ils seront riches, ils deviendront la Suisse, et il n'y aura pas de problème à avoir nos centres de recherche et nos centres de production dans ce pays. Ça ne s'est pas passé. Le premier a été sans doute déclenché par Trump, il faut être clair, c'est lui qui, le premier, à sa manière brouillonne et déclenché la phase dans laquelle on est encore aujourd'hui, puisque Biden a continué cette politique exactement de la même manière, et l'Ukraine est venue en rajouter un coup, c'est-à-dire prendre conscience de nos dépendances, prendre conscience du fait que le monde n'est pas exactement comme on l'imaginait il y a 20 ans. Et aujourd'hui, le grand débat qu'il y a dans les entreprises françaises qui sont étrangères, européennes, qui sont en Chine, c'est de savoir, est-ce que demain, on ne sera pas obligé, comme l'a fait Renault à Moscou, c'est-à-dire de vendre en un quart d'heure pour 1 rouble symbolique notre participation à l'ADA, est-ce qu'il ne se passera pas la même chose en Chine, où on sera obligé, si la Chine attaque demain Taïwan, de plier bagages en un quart d'heure, avec des enjeux qui sont autrement plus importants. Vous enlevez l'Allemagne, vous enlevez la Chine à l'Allemagne, à l'automobile allemande, et vous avez l'Allemagne qui plonge dans la crise profonde. Oui. Donc il y a eu une sorte de vision un peu dans la béatitude pendant 20 ans, qui s'est terminée, et d'une certaine manière, ce nom de ministère, pour retomber sur mes pieds, c'est un peu l'aboutissement de ces 5 dernières années. Je pense que le chiffre de 5 ans que donnait Gilles tout à l'heure, c'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est l'arrivée de Trump et les premières salves sur la guerre technologique avec la Chine. Tu as dédié une chronique, je voudrais juste qu'on parle géopolitique encore quelques instants, et après qu'on essaye de voir cette nouvelle ordre mondial économique au sens large, parce que c'est peut-être ça dont il faut parler, je ne sais pas. En tout cas, ce sera une question qu'on peut se partager. Tu as dédié une chronique, et j'aime beaucoup, tu le sais, on partage une passion ensemble sur une expression qui s'appelle le moment Spoutnik. Le moment Spoutnik, c'était ta chronique sur France Inter il y a quelques jours. Pourquoi tu as dédié cette chronique? Parce que Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Joe Biden, a dévoilé la politique américaine. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots pourquoi tu as dédié ta chronique à cette Oui, ce que je trouvais intéressant, Blinken a donc fait une longue présentation de la stratégie chinoise de l'administration Biden, dans laquelle il y a effectivement des pans entiers qui sont la continuité de ce que faisait Trump. Et il y avait un domaine dans lequel je trouvais qu'il y avait une nouveauté qui a été peu soulignée, c'est que là où Trump mettait des sanctions, faisait des listes noires de sociétés qui ne pouvaient plus acheter aux États-Unis, etc., Blinken a inversé la proposition en disant on va relever le défi et on va être meilleur. Et c'est ça le moment Spoutnik, c'est quand en 1957, les Soviétiques envoient le premier objet dans l'espace, le Spoutnik,
Et les Américains sont sous le choc parce qu'ils ne se rendaient pas compte que les Soviétiques étaient aussi avancés dans la technologie spatiale. Et Eisenhower crée 2 institutions, la NASA. La NASA est née de ce moment Spoutnik. Et la deuxième, qui est plus significative encore, c'est la DARPA, donc, dont la fonction est de garder un coup d'avance dans les technologies de rupture. Et là, tout d'un coup, cette administration dit « OK, vous voulez placer la compétition sur le terrain technologique, on va relever le défi, on va mettre de l'argent, on va mettre de l'investissement, de l'innovation, créer, voilà, ce que savent faire les Américains mieux que nous, il faut bien le dire, c'est créer un écosystème et faire remonter, voilà, et relever le défi de ce qu'avait dit la Chine. 2015, parce que c'est quand même ça le démarrage de tout ça. 2015, Pékin publie le plan Chine 2025, on y est bientôt, 2025, dans lequel il y a les 10 technologies sur lesquelles la Chine veut être le pays dominant dans le monde. Donc les 10, vous les faites sans problème, l'intelligence artificielle, le quantique, etc., etc. Exactement. Tu veux réagir un tout petit peu, Gilles, avant que... sur ce contexte justement un petit peu du réveil à nouveau des Occidentaux peut-être? Oui, bon, il faut se féliciter du fait que ça y est, on est sorti un peu de une période que moi j'ai trouvée particulièrement pénible pour l'Europe et pour la France, particulièrement pour la France, où en gros on a détruit par des politiques, me semble-t-il, assez absurdes notre outil de production. Donc là, on est à nouveau productiviste. Et je crois que c'est important de le dire dans ce contexte où on est très sensible aux enjeux d'environnement. C'est la meilleure nouvelle pour l'environnement. C'est-à-dire quand on produit en Asie du Sud-Est, on pollue par unité de PIB. En fait, c'est 3 fois plus en Chine, 2 fois plus aux États-Unis. Et l'Europe est très efficace. Et dans l'Europe, c'est de très loin la France, notamment grâce au nucléaire, qui a l'énergie la plus décarbonée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. J'ai eu la chance de rencontrer le CEO de ArcelorMittal et qui disait, en fait, si par hasard la France se met vraiment à produire de l'énergie décarbonée, on va en faire notre centre de production mondial. On va en faire le principal centre de production. Et c'est vrai dans tous les domaines. Voilà, donc il y a, moi je crois, une opportunité très importante maintenant que le paradigme est un peu rebattu, à la fois sur le plan énergétique, on va se mettre à faire des centrales, et puis il y a 2 autres facteurs. Il y a les supply chains qui se révèlent extrêmement fragiles, et je crois que d'ailleurs c'est intéressant parce que il y avait Thomas Friedman qui écrivait une chronique il n'y a pas très longtemps qui disait, en fait, le new normal, c'est un contexte de crise permanent. Et donc, il ne faut pas imaginer que ça va revenir, notamment pour des raisons climatiques, à une situation normale. On aura une autre crise, d'autres choses. Et donc, on est obligé de repenser les supply chains de cette façon-là. Et donc, il y a 3 facteurs, en fait. Il y a le carbone, le coût carbone qui va être introduit dans les produits, et donc l'énergie, qui, à mon avis, va... Si on a un carbone à 200 € la tonne aux alentours de 2030-2032, c'est juste un cataclysme et ça change tout. Même pour les Allemands, les Allemands deviennent probablement sous-compétitifs. Deuxième facteur, c'est les supply chains qui s'effondrent et donc ça ne marche plus. Puis le troisième facteur, c'est le fait que l'industrie n'est plus manufacturière, l'industrie est numérique. Et donc le delta prix qu'introduisaient des travailleurs coûteux, comme on peut en avoir dans les pays occidentaux, devient un facteur secondaire. Et ça nous pousse à repenser complètement la façon dont fonctionne l'ensemble des systèmes productifs. Et à l'intérieur de tout ça, le numérique est complètement surdéterminant. C'est-à-dire que je vous donne un autre exemple qui est, à mon avis, même nature, c'est l'agriculture. L'agriculture, eh bien, on sait qu'on peut capter du carbone avec l'agriculture. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a une centaine de paramètres qu'il faut suivre quand on fait pousser je sais pas, du maïs, par exemple. Et un agriculteur, traditionnellement, il n'en suit que 7 ou 8. Et pour réussir à comprendre ce qui se passe dans le sol et potentiellement éviter de l'érosion et capter du carbone, il faut une agriculture qui est une agriculture algorithmique. Voilà, donc il y a un paradigme nouveau, un peu comme quand on invente la machine à vapeur ou plus tard le moteur électrique ou le moteur à explosion. Paradigme qui est très largement incompris, mais
on est à peu près tous sur la même ligne de départ, avec pour certains des avantages, la France au milieu de l'Europe et en même temps avec une énergie potentiellement très décarbonée. La question, c'est de savoir si on va réussir à créer ces écosystèmes dont on parlait dans la précédente table ronde. Parce que moi, l'analyse que je fais, c'est que les politiques industrielles, c'est très dangereux. Ça ne marche pas. On a eu en Europe, on a mis beaucoup d'argent, par exemple, dans le silicone. On a eu les plans démo, voilà, qui ont été un échec absolu. Et on continue à faire des politiques industrielles. Je pense que ça sera un échec. Tu es d'accord avec ce que disait André de Jedi tout à l'heure? Catastrophe. Vraiment, et je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est raccord sur cette idée et cite Airbus systématiquement. Airbus, c'est le signe noir de l'industrie. C'est le truc qui a marché sur 1 million de machins qui ont foiré. Et on se dit, c'est de ça dont on va se servir pour le refaire. On va faire l'Airbus du semi-conducteur. Et on est en train de le faire d'ailleurs, sachant qu'il n'y a pas de marché en Europe. Mais voilà, donc ça c'est à mon avis quelque chose qui est hautement problématique. Ce qui fonctionne, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de créer des écosystèmes. Oui. D'être capable de les animer. Je finis juste sur ce point-là. On fait aussi des DARPA, donc il y a 3 ou 4 DARPA qui se baladent en France, qui sont en cours de création. Donc ce sont les entités proches de ce qui a été fait aux États-Unis sur la défense. Voilà, exactement. Donc le principe de DARPA, c'est qu'on fait des appels à projets, tout le monde peut répondre, il y a un prix. En fait, on fait un effet de levier sur le prix, c'est-à-dire qu'on met 5 millions de dollars sur la table et en fait, on a 100 millions de dollars de travail de chercheurs et qui en plus essaient d'amener de l'innovation de rupture. La DARPA, elle a donc été créée en 1957. Elle a donc 65 ans. Voilà, ce truc est complètement dépassé. Ça ne marche plus. C'est-à-dire que tout le monde fait ça et on a d'autres dispositifs pour réussir à mailler des communautés qui sont beaucoup plus efficaces. Et je trouve que cette incapacité à penser par soi-même en tant qu'Européen, il faut qu'on réussisse à craquer ça. Il faut qu'on dépasse ça et qu'on fasse un modèle qui nous soit propre. Cette logique de suiveur, de se dire, OK, tout le monde fait des microprocesseurs, on va faire des microprocesseurs. Il nous faut des hyperscalers, on va faire des hyperscalers, etc. C'est juste, on fait des quants quand on fait ça. On fait des quants qui est effectivement un échec. Sandrine, tu viens de dévoiler cette étude sur les écosystèmes. Est-ce que ces écosystèmes, quel est le pari, quel pronostic on peut faire pour la réussite et l'émergence de vrais, non pas du KPI de la seule souveraineté, mais plutôt d'aller chercher des leviers de performance, d'innovation, de découverte. Est-ce qu'on peut faire un pronostic là-dessus? Je me garderais bien de faire un pronostic, mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans tous les entretiens qu'on a menés et dans l'analyse qu'on a essayé d'en faire, c'est justement de travailler cette souveraineté avec cette dimension globale et locale qui à mon avis, n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est très remise au goût du jour. Dans tous les entretiens, on a énormément insisté, enfin les entreprises ont énormément insisté sur un écosystème qui était très intéressé, très proche, le plus proche possible, le plus rapidement possible, proche du marché. L'utilisateur étant soit l'utilisateur final sur un marché, un individu lambda, ou l'entreprise elle-même en interne, pour servir ses besoins industriels, pour servir sa supply chain, pour servir ses process. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois qu'ils avaient dit ça, tout de suite, ils nous ont dit nos écosystèmes sont là donc pour être au plus proche du marché. Et donc, ça veut dire que quelque part, ils sont tous très implantés localement. Et donc, moi, ça m'a fait penser à une vision qui peut être une vision, un récit qui est très global, qui a une certaine ampleur, qui n'est pas d'ailleurs toujours connecté avec une vision politique ou géopolitique ou un partage du monde en l'Europe, les États-Unis, la Chine, parce qu'on a là des entreprises qui sont très multinationales, donc sont pour certaines présentes partout, donc il faut qu'elles fassent avec tout le monde dans cet objectif de compétitivité. Mais en revanche, en étant très proche du terrain et en travaillant très localement, je pense qu'elles adressent le game changer du user et celui de l'environnement. Parce que la durabilité et l'inclusion, ça se travaillera au plus proche du terrain avec les contraintes, la culture, les habitudes et les attentes de ce terrain-là. Et ça, je trouve que c'est une belle notion d'innovation au sens très large qui se traduit dans les technologies et qui se traduit dans l'organisation de ces écosystèmes. Pierre, la géopolitique est en plein remous en ce moment, avec toutes les crises aujourd'hui qu'il y a, que tu regardes tous les jours évidemment.
Quel impact sur l'économie à terme? Tu parlais de Trump et de l'ère Trump qui a finalement voilà, écrit une nouvelle page de l'histoire, notamment économique. À ton avis, quels peuvent être les différents scénarios pour les entreprises aujourd'hui, notamment les multinationales qui auront à faire des choix ou peut-être des abandons sur certains territoires? Mais pour rester une seconde sur la question de la souveraineté, parce que c'est très, très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui 3 modèles, en fait. On a le modèle américain, on le connaît, et j'en parlais tout à l'heure avec le discours de Blinken. On a ce modèle européen dont Gilles montre les limites et l'incapacité peut-être à se penser autonome. Et il y a un modèle chinois qui est... Parce que les Chinois aussi se posent la question de la souveraineté. Et ils se la posent d'autant plus avec les sanctions qui viennent d'être imposées à la Russie. Ils examinent en ce moment à la loupe tout ce qui se passe avec la Russie en se disant, si jamais demain ça tombe sur nous, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Et donc, dans quel domaine on est vulnérable? Par exemple, les transactions financières, SWIFT, etc. Sur la technologie, on voit bien aujourd'hui que les Chinois respectent les sanctions. C'est assez étonnant, mais ils respectent globalement les sanctions des Occidentaux vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire qu'ils ne les contournent pas parce qu'ils seraient victimes à ce moment-là de sanctions secondaires. Et ils ne veulent surtout pas compromettre leur économie à ce stade où elle est en ralentissement. Et donc, eux-mêmes sont en train de passer au scanner, comme on le fait nous-mêmes, toute leur dépendance et le plan quinquennal qui vient d'être adopté il y a quelques mois par le Parti communiste est basé sur la réduction de ces dépendances, qu'ils n'arrivent toujours pas forcément à faire, notamment sur les semi-conducteurs, où ils sont très en retard par rapport à Taïwan. D'où le... au-dessus du... Mais la tendance lourde que tout ça induit, c'est que c'est pas la fin de la mondialisation, parce que c'est un slogan un peu trop généralisé, mais en tout cas, c'est un découplage tout à fait sélectif. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers aujourd'hui sur lesquels soit on se découple, parce qu'on ne veut plus dépendre eux de nous et nous d'eux, parce que le mouvement va dans les deux sens. Soit on double les sites de production, par exemple, en ce moment, par sécurité. Apple a annoncé hier qu'une partie de ses iPads serait désormais produite au Vietnam, de l'autre côté de la frontière. Et le Vietnam est aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, l'allié des États-Unis et non pas celui de la Chine. Mais c'est une entreprise, alors c'est là que ça devient compliqué et complètement dingue, c'est que Apple demande à son principal partenaire chinois, qui est BYD, qui est une entreprise qui à la base faisait des batteries, mais qui sur les iPads joue un rôle clé, de s'installer au Vietnam pour être son sous-traitant. Donc un sous-traitant chinois au Vietnam de l'entreprise américaine. Donc on est là dans une complexité infinie. Oui, puis, mais la tendance lourde, c'est quand même ce découplage très sélectif qui est destiné à réduire les dépendances. Et là, on voit bien que ce que disait Gilles tout à l'heure sur la crise permanente, d'une certaine manière, c'est qu'on a eu cette crise géopolitique sino-américaine. OK, on commence à s'adapter, on comprend comment ça marche. Tout d'un coup, on a l'Ukraine, on a le Covid. Et on voit bien que la résurgence du Covid à Shanghai, en pleine crise de l'Ukraine, a créé un chaos dans les chaînes logistiques absolument colossal. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ne reçoivent pas leurs pièces. Par exemple, un exemple qui est intéressant, anodin, Decathlon. Decathlon fait produire l'essentiel de ce qu'il met en vente en Chine. Et il y a tous les mois, les routes de la soie chinoises font merveille, un train qui fait plusieurs kilomètres de long, qui vient dans le nord de la France, où il y a le siège de Decathlon, et ensuite c'est redispatché dans tous les magasins en Europe. Depuis le début de la guerre d'Ukraine, les trains ne passent plus. Et donc il y a des milliers, des dizaines de milliers, des millions de conteneurs, parce qu'il n'y a pas que Decathlon, qui passaient par la voie terrestre, qui doivent passer par la voie maritime, pile au moment où Shanghai est paralysé
et les autorités locales chinoises sont tellement tétanisées de peur qu'elles empêchent les camionneurs de traverser leur ville de peur qu'ils amènent le Covid, parce qu'aujourd'hui, un cadre du parti en Chine est jugé sur le nombre de cas de Covid et non pas sur le PIB, ce qui est quand même une inversion assez intéressante par rapport aux 20 dernières années. Donc voilà, on est dans des moments où il faut être souple. Il faut être souple en tant que patron ou chef d'entreprise, comme en tant que Et décideur. en tant que journaliste. En tant que journaliste, plus que jamais, oui, d'ailleurs, avec les crises qui malheureusement sont dramatiques dans certains cas. Il faut qu'on termine, chers amis, parce que le temps passe, il n'est pas quantique, encore, pas encore. Donc, il faut qu'on termine. Un mot, Gilles, faisons le tour rapidement avant qu'on lance Thierry Breton, qui nous a accordé une interview exclusive. Comment la France et l'Europe, aujourd'hui, doivent avancer au-delà des écosystèmes? Il y a à mon avis, sans faire de grandes déclarations, et je pense que, encore une fois, Pierre est plus compétent que moi pour parler de ça, mais l'Europe doit devenir une Europe politique, elle doit affirmer une vision. Moi, j'ai beaucoup aimé quand Vestager a dit, il y a 3-4 jours, on a été absolument désastreux sur l'énergie. Elle a posé quelque chose qui n'est pas du tout traditionnel dans la bouche des dirigeants de la Commission, et elle a distribué cette parole sur l'espace européen, et donc on s'est dit, ok, voilà, il faut qu'on change de paradigme à cet égard. Moi j'ai l'impression qu'on a une opportunité, je l'ai dit tout à l'heure, qui se situe au niveau de ces 3 paramètres, l'énergie, la technologie, et le troisième facteur, c'est le capital humain. Franchement, si je pouvais avoir... ma recommandation, ce serait vraiment de dire, OK, on va faire un pari, et ce pari, ça va être de faire en sorte qu'on prend toute une génération, on la monte en gamme, on fait en sorte qu'elle ait une culture, une expertise qui soit autour des thèmes de la résilience, du digital, et de l'ensemble de ces facteurs. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner avec le patron du nucléaire français, qui me disait, en fait, le seul vrai blocage, c'est les gens. On peut réussir à décarboner totalement ce pays, cette nation. On peut le faire probablement plus vite qu'on le peut, mais il faut changer de paradigme. Il a ajouté une chose que je trouve intéressante et que je crois importante d'avoir à l'esprit, c'est que si on construit une centrale nucléaire, plus de la moitié du temps, c'est du temps réglementaire. Donc ça prend 15 ans à peu près de faire une centrale nucléaire. Plus de 8 ans, c'est du temps réglementaire. Et pour son AMM, son autorisation de mise sur le marché, en gros, qu'elle soit opérationnelle. Ouais, et en fait, moi je suis absolument effaré de voir que ce dispositif, c'est partout pareil. Vous voulez faire un audit sur des enjeux qui sont liés à la distribution de vos données. Bon, c'est potentiellement extrêmement chronophage, extrêmement bureaucratique. Je crois que là aussi, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller. Choc de simplification, comme dirait Gaspard Koenig. Patrick, Pierre, je suis fatiguée ce soir. Alors, comment on va avancer? Comment on doit avancer sur la souveraineté? Je pense qu'on a l'Europe a une chance historique aujourd'hui qu'elle n'a pas le droit de rater. C'est une chance qui est due à l'accumulation de crises. On le sait, l'Europe progresse toujours dans les crises. Mais là, on en a un paquet en même temps qui ont provoqué un sursaut incroyable que personne n'imaginait. On a hier encore le dernier petit effet de choc. Le Danemark qui a voté dans un référendum pour mettre fin à sa clause d'exception sur la défense européenne. C'était au moment du traité de Maastricht. Le Danemark avait voté non comme la France, et pour rejoindre Maastricht, ils avaient voté ce qu'on appelle le opt-out, c'est-à-dire une clause d'exclusion. Ils n'étaient pas liés par tout ce qui concernait la défense européenne en Europe. Et là, de la même manière qu'on a vu la Finlande et la Suède rejoindre l'OTAN, la Suède après 2 siècles de neutralité, quand même, 2 siècles. On a le Danemark qui est le troisième là, qui vient de lever les derniers verrous. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu, tu parlais de Tom Friedman tout à l'heure. Il a écrit hier une chronique assez drôle en disant « Je me suis trompé, mais à culpa, etc. » En disant voilà,
je pensais que l'Europe, en gros, faisait beaucoup de bruit en ce moment, mais allait rentrer dans le rang très vite, reprendre du business avec la Russie et oublier l'Ukraine très vite. Je suis en Europe en ce moment, écrit-il. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Il dit wrong, wrong, wrong. À contrario d'Angela Merkel. En disant le choc et l'impact de l'Ukraine, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc voilà, on a cette accumulation de chocs. Le Covid a été le premier qui a provoqué le plan de relance avec emprunt commun des Européens, une première. Et donc l'Europe tout d'un coup se mêle de santé. Là, l'Europe se mêle de défense. On a cette prise de conscience commune. On a des défis absolument colossaux. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur parce que l'erreur, c'est la marginalisation à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense que ce que disait Gilles tout à l'heure sur cette phrase de Vestager, m'avait frappé aussi. Je pense qu'il y a la prise de conscience, il y a des gens qui réfléchissent et ont compris un certain nombre de ces enjeux. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne et aboutisse. Et ça, c'est pas gagné. Et pour toi, Sandrine? La souveraineté ou les écosystèmes? Tu as le mot de la fin très très rapide avant que nous laissions je pense que je reste sur ma ligne. Les écosystèmes dont on a parlé toute la journée sont, à mon avis, une solution. En tout cas, travailler en communauté. Je pense que de toute façon, ça va devenir indispensable quand on ne travaillera plus uniquement la compétitivité, mais le développement durable, où là, il va falloir qu'on soit tous ensemble, qui qu'on soit finalement. Effectivement, la jeune génération est très active pour bousculer aujourd'hui et faire prendre conscience aux dirigeants de l'importance du climat et du changement climatique. Merci beaucoup à tous les trois, on les applaudit. Merci